Tout d'abord, je vous remercie au nom de l'OSIM, au nom des membres de l'OSIM, des adhérents, de tout le monde, pour votre présence et pour votre temps précieux. Donc aujourd'hui, nous allons parler de tout ce qui est nouvelles technologies, surtout l'apport des nouvelles technologies dans un secteur d'assurance, dans ce que peut apporter la technologie, tout ce qui est data. Donc généralement, on parle du customer-centric, employee-centric, et total experience, insurtech, data driven, time to market, tous ces mots-là qui deviennent en fait une obsession pour les CXO généralement, que ce soit les CIO, les CDO, les Chief Digital Officer et aussi les responsables de transformation digitale. Chose que généralement ça devient même pour le top management, généralement, dernièrement, après la pandémie, ça devient parmi les priorités des top management. Donc, on va essayer de démystifier un petit peu ce genre de concept. Et nous avons invité, en fait, on allait être à 3 personnes. Donc, malheureusement, il y a M. Norbert qui avait un avion à cause du décalage qu'on a fait sur les sessions. Donc, il ne pouvait pas assister. Mais nous avons avec nous M. Lotfi, qui est secrétaire général de la centrale de la Caisse marocaine de retraite, qui va nous apporter son retour, sa expérience sur les projets qu'il a conduits en transfo digital en général. Il a une expérience sur plusieurs projets. Nous avons avec nous M. Metoueli. Il est de Berexia. C'est une société qui accompagne les utilisateurs en termes de transfo digital, donc qui vont nous plonger dans l'assurance augmentée. Donc j'invite M. Lotfi et M. Metoueli de nous rejoindre au panel. Merci. Donc, on va commencer par M. Metoueli. Donc, si vous pouvez nous parler un petit peu des enjeux de la technologie au niveau de tout ce qui est digital, tout ce qui est présentation des données, donc au niveau de l'assurance, qu'est-ce qu'il peut apporter? Est-ce qu'il peut être comme un game changer pour les assureurs? Merci. Prenez le micro. Oui. Okay, parfait. Alors, je pense premièrement, avant de répondre à cette question, je vais essayer un peu de contextualiser un peu le sujet. Parce qu'actuellement, comme vous savez, il y a un problème sur l'augmentation de l'inflation, il y a un changement sur les taux d'intérêt, il y a l'augmentation des risques, que ce soit des risques liés à la pandémie, des risques liés aux catastrophes naturelles, des risques liés à l'augmentation par rapport aux cyberattaques. Il y a aussi un changement ou bien une complexité sur la partie réglementaire, que ce soit sur la partie legacy, sur la partie compliance, et ainsi de suite. Donc ça, c'est un jeu très important, que ce soit de point de vue national ou bien international. Il y a aussi un changement d'usage des nouveaux utilisateurs qui sont utilisateurs de la nouvelle technologie, qui sont dans l'usage et la facilité d'usage de l'IT. Donc, tous ces éléments-là, ce sont des facteurs qui vont pousser les assureurs et les réassureurs à réinventer leur business model. Donc, ça, c'est important. Donc, l'IT, il va jouer un rôle, d'accélérateur par rapport à ces changements. Si vous permettez, vous avez bien dit qu'on parle maintenant de consommateur. Vous avez dit le client, donc le client, bien sûr, on est devant un client très averti, donc il connaît beaucoup plus le mode de l'assurance grâce aux nouvelles technologies et grâce aux recherches qu'il peut faire sur les moteurs de recherche. Donc, avant de venir chez un assureur, il fait un benchmark d'une façon professionnelle. Donc, à votre avis, est-ce que cette partie-là de consommateur, c'est-à-dire il se sent comme un acteur de l'assurance aussi, est-ce que quels sont les défis pour les assureurs? Alors, premièrement, il faut voir qu'il y a un grand changement sur le modèle de l'assurance. Les changements sur 3 axes. Premièrement, c'est que maintenant, on ne parle plus de point de vue vente, premièrement. Sur la vente, maintenant, on parle de l'assurance embarquée. On n'est plus sur un mode classique de vente
procédural d'inscription sur une assurance. Mais on est sur un mode embarqué, c'est-à-dire que on a l'introduction du produit ou bien de l'offre d'assurance de façon automatique, de façon personnalisée, de façon transparente, comme un composant intrinsèque d'un produit ou bien d'un service. Je donne un exemple. Actuellement, quand vous allez vous inscrire à une offre Google Cloud, vous avez automatiquement une assurance cyberattaque. Quand vous allez acheter votre téléphone portable sur Amazon, vous avez une assurance produit qui est intégrée. Donc, ça change un petit peu le process de vente. Oui, d'accord. Comme ça. Ok. Merci. Alors, je ne sais pas s'il faut répéter ou ça va. Donc, il y a premièrement un changement par rapport à la vente. Et donc, il y a un vrai challenge par rapport au time to market. Comment on peut rapidement aller cibler les utilisateurs, comment on peut offrir et maîtriser correctement la chaîne de la valeur de la data, de la transition de la data quality pour pouvoir prendre la décision assez rapidement. Il y a un vrai challenge sur l'intégration des offres de services ou bien du process model des assureurs avec les différents providers ou bien avec les différents partenaires. Donc, il y a toute la partie architecture microservices, toute la partie application du process model qui va jouer un rôle important pour faciliter cette intégration et l'implémentation de cette logique de l'assurance embarquée. Il y a aussi ce challenge sur la partie scalabilité du modèle d'assurance du point de vue horizontal et vertical et comment la partie cloud peut jouer un rôle dans ce sens-là. Donc ça, c'est un premier axe de changement par rapport à la vente de l'assurance. Le deuxième changement actuellement sur ce modèle, c'est par rapport à l'offre commerciale. On parle de l'assurance à l'usage, c'est-à-dire pay as you go sur l'assurance. On n'est plus sur un modèle classique là-dessus. Donc maintenant, avec les objets connectés, avec l'IoT, ainsi de suite, on connaît mieux le comportement des utilisateurs. On est capable d'offrir un service qui est adapté à son besoin, qui est personnalisé et qui répond à son comportement et à son usage. Troisième axe, je pense, qui change un petit peu la donne, c'est la partie responsabilité et rôle de l'assureur. Maintenant, l'assureur, il joue un rôle institutionnel dans le domaine de l'assurance. Il est plus sur la partie préventive qu'avant. C'est-à-dire, actuellement, avec les smart cities, les smart buildings, avec l'IoT, on est capable de détecter les signaux avant-coureurs par rapport à l'incendie, par rapport à la fumée, par rapport aux dégâts des eaux et ainsi de suite. Donc, on est capable d'identifier, de prévenir les utilisateurs, de réduire la sinistralité et de jouer un rôle majeur sur la prévention des risques. Donc, on passe à l'autre fille. Donc, on aimerait bien avoir votre retour sur l'expérience. Vous avez conduit plusieurs projets de transformation digitale. À votre avis, comment inscrire un projet de transformation digitale dans votre activité? Merci beaucoup pour l'invitation et pour l'occasion que vous me donnez pour partager un peu le retour d'expérience de la Caisse Marconi de retraite par rapport à la transformation, au sujet de la transformation digitale. Pour moi, l'élément, je pense, le plus important, c'est déjà cette question d'alignement stratégique. Il me semble qu'il est très important de donner un sens au projet de transformation digitale en lien avec, justement, avec le business de l'entreprise et son plan, je dirais, sa stratégie de développement, et pour que ce soit véritablement quelque chose qui permet de transformer en profondeur les process internes ou la relation client. Et donc, il faut identifier par conséquent, à partir de ces axes, je dirais, de ces objectifs stratégiques, les orientations à donner à la transformation digitale. Donc, la transformation digitale doit être alignée sur la stratégie et servir un petit peu les objectifs stratégiques. Dans notre cas, par exemple, notre vision stratégique a consisté essentiellement sur les prochaines années sur l'excellence opérationnelle. C'est un objectif majeur que nous avons retenu. Et dans ce cadre-là, nous avons bien évidemment identifié un certain ensemble de projets en lien avec des orientations plutôt en lien avec la transformation digitale pour pouvoir atteindre cet objectif. Et donc, vous trouverez dans nos objectifs liés à la transformation digitale
l'automatisation avancée de nos process, aussi bien en interne qu'avec notre écosystème. Et c'est décliné en ensemble de projets qui nous permettent effectivement d'une manière palpable de pouvoir arriver à cet objectif. Un autre objectif stratégique pour nous, c'est l'amélioration de l'expérience client. C'est un objectif stratégique où la transformation digitale permet effectivement, à travers un ensemble de projets liés notamment au développement des parcours digitaux, 100% digitaux, à l'omnicanalité. Il y a d'autres axes, je dirais, d'autres orientations qui permettent effectivement, après, de décliner en projets concrets qui permettent effectivement d'atteindre ces objectifs-là stratégiques. Un troisième objectif aussi qui a été retenu, c'est, je dirais, tout ce qui est veille stratégique. Et là, la veille technologique, effectivement, est un sujet important parce que ça permet de rester, je dirais, en vigilance par rapport à l'évolution des technologies, à capter toutes les opportunités qui peuvent se présenter. Et dans notre démarche, je dirais, de transformation digitale, nous avons opté pour le développement tout ce qui est expérimentation à travers la mise en place d'un Open Lab que nous avons mis en place et qui nous permet effectivement, sur des cas d'usage pertinents, de tester les nouvelles technologies, intelligence artificielle notamment, pour pouvoir toucher d'une manière concrète les possibilités que cela permet avant de lancer des projets d'envergure. Deuxième sujet que je voulais aussi évoquer, c'est qu'il faudrait inscrire le suivi de la transformation digitale il faut que ce soit porté par le top management. C'est vraiment important parce que ça assure d'abord, ça permet de garantir en permanence cet alignement stratégique et ça permet d'avoir une visibilité et par conséquent également d'allouer les ressources financières et les moyens nécessaires pour pouvoir accompagner cette transformation digitale. D'accord. Donc, à part la partie financière et à part la technologie, tout ce qui est infrastructure, est-ce que vous ne croyez pas que le capital humain, ça joue un rôle très important au niveau de la stratégie transformation digitale et quels sont, comme on appelle ça, que ce soit un défi, on peut dire les clés de succès de ces projets de transformation digitale quand on parle du capital humain, surtout dans la conduite de changement. Absolument. Il est clair que le capital humain est, je dirais, le levier de la transformation. Et sans le capital humain, rien ne peut se faire. On peut mobiliser effectivement les ressources, mais on n'a pas du tout la garantie d'atteindre le résultat. On peut mobiliser des conseils, mais si ce n'est pas porté en interne par les hommes et les femmes de l'entreprise, il est évident qu'on ne peut pas aller très loin. Donc pour moi, effectivement, il faut, comme vous dites, il faut une véritable stratégie de changement. Et cette stratégie de changement doit être centrée sur l'humain. D'abord en essayant comme on dit maintenant, d'emborder en fait le collaborateur sur le projet. Et pour ce faire, il me semble qu'il est important de leur donner une visibilité, donner une ambition à ce projet, qu'il soit perceptible par les gens. Et il faut donc expliquer, rassurer, parce qu'il peut y avoir des inquiétudes par rapport à des sujets non maîtrisés. Et deuxième chose, à mon avis, il faut aussi s'appuyer, avoir des alliés en interne. C'est des choses que nous avons mises en place au niveau de notre expérience. C'est d'avoir des sortes d'ambassadeurs qui vont être des gens qui vont avoir de la reconnaissance sociale au niveau de l'entreprise, dans tous les services, et qui vont pouvoir porter en fait ce projet, expliquer et recruter aussi d'autres collaborateurs pour pouvoir aller dans le sens souhaité. Bien évidemment, il faut aussi travailler sur tout ce qui est skills, donc que ce soit donc la culturation, sur les nouvelles technologies, sur la digitalisation, ce que ça veut dire. Le sujet de la culturation est important pour que les gens puissent effectivement comprendre de quoi on parle. Et bien évidemment, former les gens sur les outils nécessaires et en permanence maintenir cette capacité justement de comprendre ce qui se passe et de pouvoir proposer des choses. Il y a aussi des aspects, je dirais, qui sont importants pour encourager en fait cette intelligence collective. C'est trouver un moyen qui permet aux gens effectivement de travailler sur des sujets dans une logique d'expérimentation
sans forcément des engagements de résultats. Ça permet aux gens de tester, de travailler sur des sujets et surtout de faire travailler des équipes, je dirais, de disciplines différentes, des gens du métier, des gens de l'IT et des gens peut-être de la conduite de changement aussi, c'est important. Et ça permet aux gens de travailler sur des cas concrets et peut-être à partir de ça d'aller dans des process d'industrialisation plus importants. Donc c'est dans une approche test and learn, une approche de quick wins, c'est-à-dire l'utilisateur il doit voir c'est-à-dire rapidement le retour sur investissement sur des choses qui sont avec une agilité, je crois. Donc vous avez intégré même au niveau projet. Voilà, et il faut bien évidemment travailler avec les méthodes qu'il faut, donc des méthodes agiles. Il y a un point également important que je voudrais souligner, c'est l'implication du client. On parle maintenant de coproduction, de co-design, c'est un aspect qui est extrêmement important parce qu'on développe pour ce client. Il faudrait que ce client puisse également faire partie prenante et je dirais qu'on s'assure de la facilité d'usage, que c'est bien ce qu'il faut faire et c'est de la manière avec laquelle il faut le faire. Et ça permet de garder en permanence, de garantir aux outils, aux process que nous sommes en train de réinventer, de refaire, de digitaliser, l'acceptabilité nécessaire et surtout l'usage qu'il en faut. Parce que malheureusement, trop souvent, on développe des choses qui ne sont pas forcément utilisées, en tout cas pas suffisamment, et parfois pour des raisons liées soit au design, soit à la manière de présenter les choses, soit peut-être à des besoins non identifiés. Il faut peut-être arrêter de réfléchir à la place des autres. Exactement. Et de les impliquer aussi dans la conception. C'est une bonne démarche. En fait, j'ai assisté une fois à une expérience où le client faisait partie du think tank au niveau de la société. C'est un peu étrange. Donc, généralement, on trouve les gens du métier et on trouve les gens de l'IT. Et voilà, c'est tout. Mais finalement, on oublie que tout ça, tout ce qu'on fait, donc il n'a pas de valeur si le client, normalement, ne sait pas l'utiliser ou bien s'il n'exprime pas son besoin. Je parle client, parce que généralement, on parle expression client. Expression de besoin, c'est généralement l'interne du métier. Mais il y a des expériences qui peuvent apporter de la valeur pour les gens qui veulent l'expérimenter. C'est avoir un think tank et on intègre le client. C'est-à-dire on appelle carrément un client qui doit faire partie de la cellule, ou bien on peut dire de l'équipe projet. C'est-à-dire, maintenant, par exemple, je prends l'exemple d'une application mobile. Donc, généralement, on pense que ça y est, on a besoin juste des personnes de métier et des personnes du développement. Et ils commencent à faire des tests, et à faire des applications, des versions. Et malheureusement, on lance l'application alors que le consommateur, bien le client, peut-être il a une expérience client, on oublie cette user experience, on l'oublie. Donc, il n'arrive pas, par exemple, à naviguer, il n'arrive pas à voir où il va cocher, où il va cliquer. Donc, généralement, il faut le fédérer, c'est-à-dire faire fédérer le client dès le départ. Donc, merci, c'est votre fille. Donc, je reviens à Samy. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques exemples concernant la partie intelligence artificielle, machine learning, deep learning que vous avez dans vos projets d'accompagnement de vos clients? Comment, par exemple, l'IA a pu apporter de la valeur métier? Parce que généralement, maintenant, on parle beaucoup plus business que digital tout court. Les exemples, pas que de la partie IA, je pense, parce qu'il y a énormément de changements sur la partie digitale qui vont apporter de la valeur sur l'expérience client, sur l'expérience utilisateur, qui vont changer un petit peu le process business. Je vais essayer de citer quelques exemples. Tout à l'heure, je parlais un peu de l'assurance à l'usage. C'est-à-dire que sur la partie PNC, demain, un utilisateur de voiture, il va payer son assurance auto que pendant le week-end ou pendant les courts trajets. Donc, il n'a pas besoin de souscrire à une assurance à l'année. Donc, on parle de pay as you go là-dessus. Un exemple. C'est du pay as you drive, non? C'est du pay as you go. C'est comme un peu le modèle du cloud, en quelque sorte. Mais si vous voulez revenir, ça va être plutôt adapté le pay as you drive. Ici, on parle de l'assurance à l'usage, c'est-à-dire comment je peux utiliser la partie IoT, comment je peux utiliser les composants
intégrés pour mesurer ça. Et un exemple, par exemple, en Allemagne, qui fonctionne actuellement, c'est que seulement avec un téléphone portable, on est capable de traquer le client, de traquer l'assuré, ses déplacements, ses trajets. On est même capable de mesurer ses bons comportements et bien de noter un peu son déplacement. Est-ce qu'il a eu des excès de vitesse? Est-ce qu'il a eu des... Oui, il prend les virages. Exactement, comment il peut virager? Est-ce qu'il fait des freinages assez brusques, et ainsi de suite? Et donc, premièrement, on est capable d'offrir une assurance qui est adaptée à son usage. Et deuxièmement, on est capable de pouvoir réévaluer un contrat malus-bonus de façon instantanée à chaque fois qu'il y a un trajet. Donc, on est capable de mieux mesurer son comportement. Donc, finalement, à chacun son assurance. La prime, il n'est pas unique, mais chacun paye sa prime. C'est dans le cadre du Pay How You Drive. Exactement. C'est-à-dire, du behavior. On est capable d'adapter son usage et de pouvoir le réévaluer de façon instantanée à chaque fois qu'il va utiliser l'assurance. Il y a même maintenant dans la partie santé cette partie-là, c'est-à-dire que même dans l'assurance vie, on a l'assurance à l'usage, c'est-à-dire pour les grands voyageurs, ils peuvent s'inscrire à une assurance pour 2 mois, 2 ans, pendant les grands trajets, avoir une assurance maladie derrière, avoir des objets connectés qui vont permettre un petit peu de traquer l'utilisateur, de mesurer un petit peu son état de santé, de pouvoir le prévenir, de pouvoir l'alerter s'il a des problèmes de santé, ainsi de suite. Donc on arrive à maîtriser un petit peu mieux l'utilisateur et offrir une qualité de service qui va être plus importante. Il y a énormément d'autres exemples. Je vais essayer de citer un peu quelques d'autres. Sur la partie assurance vie toujours, on arrive à avoir un modèle bonus là-dessus derrière, c'est-à-dire comment je peux, avec les objets connectés, maintenant il y a des t-shirts de Kevin Klein qui sont connectés, qui peuvent mesurer le rythme cardiaque de l'utilisateur, de mesurer les efforts physiques, sa tension et ainsi de suite, et donc collecter énormément de données qui vont permettre premièrement à l'assureur d'être dans la partie préventive, de pouvoir récompenser les bons élèves en quelque sorte, s'ils vont faire des bons efforts physiques, et ainsi de suite. Et un exemple là-dessus, par exemple, en Inde, on arrive à réduire la sinistralité de l'assurance vie par 80%, parce qu'on est dans la préventive et on est aussi dans la récompense des bons utilisateurs. En Chine, par exemple, on arrive à offrir une assurance santé pour des pathologies complexes, comme le cancer. Actuellement, ça décline, ça part des Indes, c'est une pathologie qui décline ailleurs, mais par exemple en Chine, on arrive à l'offrir parce qu'on a les données de l'utilisateur via les objets connectés. On a aussi accès à la donnée génomique qui nous permet de mieux connaître l'utilisateur, l'assuré, et avoir une bonne offre de service derrière. Je vais parler aussi d'un autre exemple, comme sur la partie blockchain. Actuellement, avec l'initiative B3I des assureurs, comment je peux, dans l'objectif initial de cette initiative, c'était comment je peux réduire la frustration du client, parce que je suis capable de prendre une décision assez rapidement, comment je peux atteindre l'excellence opérationnelle, parce que j'arrive à traiter, mesurer, calculer la sinistralité, calculer les différentes clauses de policy, de claim derrière. Un exemple par rapport à ça, avec Air France et AXA. Maintenant, dès qu'il y a l'atterrissage de l'avion, s'il y a eu un retard, on arrive à rembourser le client directement à l'atterrissage. Il y a d'autres exemples que j'avais cités par rapport à Smart Cities, Smart Building, comment je peux détecter les anomalies, comment l'IA peut être capable d'être dans la partie préventive, détecter les différents incendies. On n'est plus sur un modèle où on a claim, risque, et on a risque, claim et paiement. On est plus sur la partie préventive, comment je peux détecter, comment je peux prévenir l'assuré. Et donc, on est sur un modèle qui est totalement intégré sur la sinistralité des incidents.
Merci. Donc, cette partie IA, donc, ce qui fait ça, si j'ai bien compris, donc on parle surtout de la partie data. Lorsque vous dites pay as you drive, pay as you go, donc ça se base sur la partie data. Donc, ce qui nous ramène à dire que peut-être demain, ce ne sera pas les assureurs qui vont nous assurer, mais ce sera les insurtech, c'est-à-dire les boîtes de technologie. Demain, je crois peut-être on va contracter une assurance avec les GAFAM, du moment qu'ils ont, c'est eux qui maîtrisent la donnée, ils savent plus que nous, donc ils en savent beaucoup plus. Donc, ce qui pousse peut-être les assureurs à se réinventer et à revoir leur business model. Est-ce que, M. Lotfi, vous êtes dans cette stratégie-là de revoir votre business model pour essayer de répondre à ces enjeux et à ces défis? Je pense, comme vous le dites, aujourd'hui, la data, c'est la richesse de l'entreprise. Et donc, jusqu'à maintenant, on a souvent fonctionné dans les systèmes d'information avec des systèmes, je dirais, développés séparément, des silos, qui ne permettaient pas d'avoir une vision, comme on dit aujourd'hui, 360 degrés sur nos clients. Et aujourd'hui, l'un des objectifs, je pense, dans notre cas, c'est effectivement de pouvoir asseoir cette vision qui nous permet de mieux connaître nos clients, leurs habitudes. Nous avons énormément d'interactions aujourd'hui grâce aux nouveaux canaux je dirais de contact qui nous permettent de capter au moment du contact, de l'interaction, des informations complémentaires, de mieux connaître ce que les gens préfèrent comme moyen de contact, qu'est-ce qu'ils consomment comme service. Et nous avons aussi la capacité aujourd'hui, à travers, je dirais, toutes les enquêtes de satisfaction que nous pouvons faire et l'écoute permanente, nous pouvons mieux connaître nos clients. Et par conséquent, effectivement, deux choses. D'abord, améliorer, effectivement, je l'ai dit tout à l'heure, nos process en interne. C'est important. Et deuxièmement, cibler nos actions, mieux cibler nos actions en termes de communication, ou en termes, je dirais, de prestations. Donc, ça d'une part, pour pouvoir effectivement nous améliorer et améliorer l'expérience de nos clients. Mais un aspect également, je pense, qui est important et qui personnellement m'intéresse beaucoup, c'est comment l'information, la donnée que nous détenons peut servir pour d'autres, pour améliorer la vie de nos citoyens, de nos clients. Nous sommes dans le secteur public et donc c'est important aussi, nous sommes cette casquette, je dirais, d'amélioration des services aux citoyens et comment une information que nous avons peut-être être utile pour une autre administration, pour un autre service public et réduire l'effort du client. Donc cette intégration entre acteurs publics à travers le partage d'une information que je capte moi et que je peux partager et éviter au client de la redonner pour la énième fois à tel autre organisme, est quand même quelque chose de très important. Nous sommes aujourd'hui en train de travailler sur un sujet avec un partenaire, avec des acteurs, je dirais, complémentaires dans notre sphère sociale. Et franchement, ça donne des idées extrêmement intéressantes sur la manière avec laquelle on peut vraiment rendre la vie plus simple pour le citoyen, en ayant un seul point de collecte de la donnée, en la partageant dans l'intérêt, bien évidemment, du citoyen, en observant toutes bien évidemment, les démarches de protection des données à caractère personnel, telles que cela s'impose. Il y a une autre dimension même à laquelle on pourrait aller, et qui est aussi aujourd'hui d'actualité au Maroc, c'est tout ce qui est open data. Donc aujourd'hui, on sait que toute l'administration, tous les organismes publics disposent d'informations très utiles. Et le partage, je dirais, de ces données, bien évidemment, nettoyées, anonymisées, avec je dirais le grand public, et avec les chercheurs, avec les startups, permet effectivement peut-être de développer des services à valeur ajoutée. Et donc, donner encore une autre vie, une autre dimension à cette information qui peut être détenue, qui peut être malheureusement stockée, bien sécurisée, mais pas toujours utile à quelqu'un qui pourrait en faire un meilleur On est usage. vraiment dans le libérer le potentiel, de potentiel, c'est-à-dire libérer le potentiel humain et aussi le potentiel des données. Donc finalement, là, vous me ramenez au modèle de la connaissance, le DICWI, Data, Information, Knowledge, Wisdom. Donc, au niveau data, malheureusement, comme vous le dites, quand il s'agit de la data qui est stockée, qui n'est pas très bien
c'est-à-dire on n'arrive pas à ressortir d'informations de la data, parce que normalement le meilleur modèle de la connaissance, c'est la data, comment on peut la transformer en information, et cette information, on la transforme aussi à la connaissance, parce que généralement on trouve dans les entreprises, l'information elle est stockée dans des bases de données, mais est-ce que la connaissance, est-ce qu'elle est aussi dans la base de données? Malheureusement, elle est dans la tête des personnes, des employés, et quand un employé part, il part avec cette connaissance. Donc il faut songer à et penser à des systèmes, à des stratégies de aussi, je ne vais pas dire stocker, mais avoir la connaissance sur un système d'information digitalisé qui va permettre, bien sûr, de donner de la valeur à ces data pour qu'elles ne soient pas mortes, c'est-à-dire soient sur les serveurs. Je reviens, M. Welly, concernant la partie data, la stratégie data. Dans vos projets, lorsque vous accompagnez les entreprises, est-ce qu'il y a cette notion de cette stratégie de la data, c'est-à-dire à part la collecte, la sauvegarde, le nettoyage, la qualification de la data, est-ce qu'il y a une stratégie spéciale pour la data et pour l'information et pour la répartition, on va dire le partage de l'information au niveau de la société? Alors, je pense avant de répondre à cette question, il faut voir ce challenge sur la partie data, premièrement, le bien positionné, parce que il y a il y a 4 facteurs, je pense, qui sont importants. Le premier facteur, c'est que la volumétrie de la donnée et la granularité, ou bien on a encore plus de granularité qui est plus fine de la data. Un indicateur qui va être important, c'est que 80% des données actuellement, ils ont été générées pendant les deux dernières années. Donc, on voit une évolution assez exponentielle de la donnée. Deuxième chose, c'est la partie data quality. Ça, c'est un facteur très important donc, quand on va traiter la donnée. Parce que ce soit du point de vue data acquisition, data transformation, ainsi de suite, il faut pouvoir être capable de mieux maîtriser la chaîne de la valeur de la data, mieux être capable de mesurer la qualité de la donnée, faire la correction de la data, et ainsi de suite. Un exemple là-dessus, pour les data scientists, la qualité de la donnée est plus importante que le modèle data science derrière. Donc ça c'est très important actuellement. L'autre chose, c'est la partie data privacy. Ça, c'est important, bien la sécurisation de la donnée. Actuellement, quand on travaille dans le domaine de l'assurance, assurance vie, il suffit juste d'être hacké une fois, on va perdre la licence là-dessus derrière. Donc ça, c'est important. Donc, je pense que je vais rajouter un autre point, ou bien la bonne nouvelle en quelque sorte par rapport à tous ces facteurs-là, c'est la diminution du coût de l'acquisition de la donnée. Parce qu'actuellement, si vous voulez, que ce soit de la partie data storage ou bien data processing, le coût a été diminué par 300 pendant les 10 dernières années. Donc ça donne un peu du potentiel, comment on peut traiter la grande volumétrie de la donnée, avoir de la bonne qualité de la donnée, mieux travailler sur la data privacy, la anonymisation de la donnée et libérer un peu le potentiel derrière la donnée. Il y a énormément d'éléments qui vont travailler par rapport à ça. Vous avez parlé un peu tout à l'heure de l'excellence opérationnelle, comment on peut atteindre cette excellence opérationnelle par rapport à la donnée qu'on a et comment on peut libérer son potentiel. Et, premièrement, il faut être capable de fournir plus de données de bonne qualité aux inscripteurs. Ainsi, ils seront capables de prendre la bonne décision rapidement et que ce soit une décision efficace et rentable. Deuxième chose, la partie intelligence automation. Ça, c'est important. Comment je suis capable de faire du saving? Comment je peux utiliser la partie robotique pour éviter la double saisie? Éliminer les tâches répétitives non utiles. Comment je peux faire de l'intelligence artificielle pour optimiser mes process? Comment je peux garder l'humain sur la partie valeur ajoutée opérationnelle et non pas sur les tâches opérationnelles non productives. Donc, ça, c'est important. Après, il y a toute la partie, comme vous avez dit tout à l'heure, la question, c'est pas la partie data acquisition, mais la partie DCM. Comment je peux
avoir des connecteurs, des smart connecteurs qui vont être capables d'extraire des données, peu importe le format, peu importe le protocole, peu importe est-ce qu'on est sur des formats standards, structurés, non structurés, ainsi de suite, comment je peux mettre en place toute la partie data pipeline qui va améliorer la qualité de la donnée, avoir des ELT qui sont capables de rejouer le process de data quality, comment je peux avoir une data stratégie par rapport à ça, comment je peux anonymiser la donnée, ça c'est très important au niveau de mon processing de la donnée, et comment je peux faire toute la partie data sync et comment je peux exploiter la donnée efficacement et avoir une bonne rentabilité par rapport à ma donnée. Merci. Je pense qu'on peut donner un peu de temps pour avoir les questions. Si vous voulez qu'on partage avec vous, si vous avez des questions à partager avec nos experts. Donc, je vous invite. S'il y a des questions, merci. Oui, bonjour. Merci pour Rachid pour la qualité de l'animation, pour les intervenants pour la qualité de l'intervention. Donc en fait, on a assisté à un ensemble de concepts qui sont vraiment très révolutionnaires. Donc, sur le domaine public, donc en fait, il y a tout ce qui est échange interadministration pour faciliter la vie aux citoyens. Enfin, pour le domaine de l'assurance, des concepts très révolutionnaires. Par exemple, amener le client final à payer la prime selon son profil, selon la nature de la consommation du service. Mais je pense qu'il y a deux interrogations majeures qui se posent. Est-ce que le cadre réglementaire, notamment dans notre pays, permet de telles révolutions spectaculaires? Quand je parle de l'aspect réglementaire, que ce soit par rapport au domaine de l'assurance ou de la prévoyance sociale, et également au niveau de la protection des données personnelles. Merci. Ok. Je vais essayer de répondre à cette question. Après, je vais laisser M. Lotfi s'il a besoin de rajouter d'autres éléments. J'avais parlé au début de la partie data legacy, ou bien la partie réglementaire et compliance par rapport à la donnée. Ça, c'est important. Un modèle d'assurance qui va s'appliquer en Chine, il va être difficilement appliqué à l'Europe par rapport à la data privacy, et ainsi de suite. En Chine, on est capable de gérer les données génomiques, par exemple. En Europe, c'est impossible actuellement dans l'état des lieux. Au Maroc, il faut avoir cette donnée-là qui soit stockée, gérée pour pouvoir implémenter cette partie-là. Donc, la partie réglementaire de la donnée, la partie privacité de la donnée, ainsi de suite, ça joue un rôle important parce que ce soit de point de vue national ou international, il faut pouvoir appliquer ces modèles-là différemment. Donc, on ne peut pas appliquer les modèles, peu importe, sans regarder cet aspect réglementaire derrière, quels sont les impacts, et ainsi de suite. Sinon, on va perdre la licence tout simplement. Donc, voilà. Donc, la partie réglementaire elle est très importante quand on va travailler sur la data stratégie. Comment je peux faire un élément entre ma business stratégie et ma data stratégie. Donc, c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération quand on va définir quels sont les business process sur lesquels on va travailler, sur lesquels on veut se lancer derrière. D'autres questions? Oui, juste un petit commentaire aussi. Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, il y a l'aspect réglementaire qui doit évidemment accompagner, mais dans le domaine de technologie, et vous le savez très bien, très souvent, la technologie est en avance. Et donc, et je pense le rôle un petit peu des associations comme l'OSIM, aujourd'hui, effectivement, d'éclairer et de jouer ce rôle également de conseil vis-à-vis des décideurs publics et des décideurs politiques, parce qu'il faut de la pédagogie, il faut expliquer, il faut rassurer, pour qu'on puisse effectivement rapidement, à chaque fois que c'est nécessaire, faire les adaptations réglementaires nécessaires. Et là, ça revient un petit peu à mon exposé des débuts, c'est que la transformation digitale ne doit pas rester l'affaire uniquement des spécialistes, des experts. Elle doit être portée par
les décideurs, pour que vraiment on puisse, parce qu'il y a un aspect, je dirais, acculturation qui est important. Il faut vraiment comprendre quel usage, comment on peut les utiliser, quels risques nous prenons. Et ça vient avec l'échange et avec les explications et la pédagogie. Deuxième aspect, et pour avoir effectivement vécu des expériences au Maroc par rapport à cette question de protection de données personnelles, je pense qu'on a, je dirais, on a la chance d'avoir aujourd'hui, au niveau de la CNDP, des décideurs vraiment très avertis par rapport à ces sujets de technologie, donc ils savent vraiment de quoi ils parlent. Et je crois que le fait de les impliquer dès le départ, et d'ailleurs je pense que ce qu'ils demandent, à chaque fois qu'il y a une idée de projet, et de raisonner dès le départ avec le concept de privacy by design, et d'impliquer ces acteurs qui vont par la suite autoriser les échanges et donner les autorisations nécessaires est très important. Et il me semble que je dirais le management actuel de cette organisation, cette institution, permet aujourd'hui vraiment de faire des choses intéressantes. Merci, c'est Lotfi. Donc, d'autres questions? Merci. Donc, Alaoui Behi Anas de la Caisse marocaine des retraites. En fait, ma question, c'est à propos des startups. La question, c'est quel est le rôle que peut jouer les startups dans le domaine, le secteur d'activité des assurances? Est-ce qu'on aura la chance de voir un jour une startup qui est en train de chambouler tous les secteurs d'activité de l'assurance, comme c'est le cas peut-être pour d'autres secteurs d'activité? Pour la partie audiovisuelle, on a vu Netflix qui a chamboulé la donne. Pour d'autres secteurs d'activité, on aura des startups, Spotify pour la musique. Est-ce que pour l'assurance, on aura cette chance un jour de voir une startup technologique qui va bouleverser vraiment tout le business de l'assurance? Merci. C'est une très bonne question. Ça va être difficile de répondre et de dire oui ou non là-dessus par rapport à ça, mais il faut savoir que, premièrement, il y a cette accessibilité de l'IT ou bien de la technologie aux différents utilisateurs ou bien aux différentes startups. D'accord ? Si vous prenez les différents exemples que j'ai cités, ce sont des startups qui ont initialisé le projet. D'accord ? Donc, si je cite l'exemple de l'assurance auto à l'usage, c'est une start-up qui a lancé ce projet-là. Après, il s'est inscrit avec un assureur pour toute la partie legacy, qui est très importante, parce qu'un start-up sur le domaine de l'assurance, il y a toute la partie legacy qui est très importante, qui est compliquée à mettre en place, à respecter, et ainsi de suite. Mais les start-up, ils sont des initiateurs de projets, d'idées, d'innovation, mais qui vont pouvoir s'inscrire derrière sur une partie legacy avec les différents assureurs. Donc, les différents exemples que j'avais cités tout à l'heure, ce sont généralement des startups qui ont initialisé le projet, qui ont mis en place toute la partie chaîne de la valeur de la data, qui ont mis en place toute la partie collection de la donnée, traitement de la data, mise en place des modèles d'intelligence artificielle, des modèles de l'IoT, ainsi de suite, mais qui se sont derrière travailler avec les grands groupes d'assureurs afin de gérer toute la partie legacy, que ce soit avec assureur ou bien réassureur derrière. Très bien. Donc, en fait, pour tous ces startups, c'est vrai, c'est une question pertinente. Ça laisse un petit peu, comment dirais-je, le terrain est encore vierge, surtout au Maroc. On parle d'insurtech, donc on est vraiment très loin. Donc, on parle maintenant des fintech, il y en a, mais par contre, les insurtech, il n'y en a pas pour l'instant. Je crois peut-être pour les assureurs, ils doivent se réinventer et penser à un nouveau business model pour pouvoir... peut-être demain, les GAFAM, ils vont vous vendre l'assurance directement, donc vous n'aurez pas besoin peut-être d'un assureur. Mais l'assureur, il est toujours là pour le conseil. C'est primordial, c'est important. Peut-être il va juste se réinventer, c'est-à-dire s'organiser et de telle façon de vendre le service beaucoup plus de conseils qu'un produit. Se focaliser sur le conseil et non pas sur le produit. Mais des startups, il suffit juste de leur donner les moyens, peut-être, et donner surtout, il faut avoir des donneurs d'ordre, parce qu'ils n'ont besoin que de contrats
et pour bien sûr concrétiser. Donc sur ce, vous avez une question? Oui. Ce sera la dernière, Inch'Allah, parce que... Donc en fait, ma question, elle est un peu simple. Est-ce que l'intelligence artificielle aura un rôle important à jouer sur les outils de modeling, pricing, tarification, sachant que ces outils-là, c'est des outils assez stricts, réglementés par le marché généralement. Donc en fait, est-ce que dans le futur, on va faire confiance à l'intelligence artificielle pour remplacer une partie de l'humain ou des travaux des actuaires aujourd'hui pour jouer ce rôle-là? Tout à l'heure, j'avais parlé de l'exemple de intelligence automation et comment l'intelligence artificielle il va jouer un rôle très important dans l'optimisation des process. D'accord. Donc ça c'est important. Actuellement, elle est déjà mise en place sur les différents use cases et ça permet d'un petit peu de faire du saving et de faire de l'optimisation opérationnelle. Après, par rapport à votre question concernant la partie pricing et la partie... pardon? Tarification. D'accord, ok. Actuellement, il y a bien sûr cette partie-là parce que dans la partie intelligence artificielle, il y a toute la partie modélisation des modèles de pricing qui va se faire et la partie intelligence artificielle elle est totalement intégrante sur ce modèle-là. Maintenant, dans les solutions que nous mettons en place, par exemple dans le cadre de Berexia, c'est que quand on va traiter la chaîne de la valeur de la data, il y a deux points qui sont, ou bien 3 points qui vont être importants. Premièrement, comment je peux faire ma data acquisition, comment je peux faire ma data transformation, mon data lignage, mon data processing, ainsi de suite. Deuxième chose, comment je peux exploiter ces données-là en mettant en place toute la partie data marketplace pour pouvoir exploiter les données différemment, soit du point de vue standardisé de la donnée, soit l'application de la donnée. Et le troisième acteur, c'est toute la partie data scientist derrière. D'accord? Comment je peux libérer un peu plus de potentiel de la donnée, avoir un peu plus de la connaissance par rapport à la donnée, que je puisse la maîtriser, la quantifier, ainsi de suite. Et donc, l'intelligence artificielle ou bien la partie data science, elle est totalement intégrante de ce écosystème d'assurance. Merci pour votre participation, pour votre surtout patience. Merci beaucoup. Merci à Lotfi, merci à Metoueli. Donc, sur ce, je vous remercie au nom de tout le monde et je vous invite à rejoindre la plénière. Je crois qu'ils vont commencer à 5h30. Merci encore une fois. Merci beaucoup.